Bonjour, comment ça va les gens? Salut Jade, bon sport. Pourquoi tu fais du sport le dimanche matin? Le dimanche matin, c'est pour bruncher, c'est pour bouffer. Vous faites quoi comme sport les gens? Ça m'intéresse de savoir ce que vous faites comme activité physique. Pas forcément du sport, mais activité physique. Qui passe beaucoup de temps derrière un ordi. Sédentaire, ouais, c'est ça en fait. Si t'es sédentaire le reste de la semaine, c'est bien d'essayer d'être... Bah moi c'est pareil. Moi je sédente à la mort. Je suis tout le temps sur mon ordi. Au pire, sur mon lit en train de jouer à la PlayStation. C'est pas bon pour le corps. Le corps il aime pas. 4 enfants, 3 chats, 2 chiens. Tu rigoles, mais moi j'ai envie d'être maman juste pour maigrir. Hein. Je sais qu'ils vont me faire cavaler partout. Et moi j'aime beaucoup les enfants, j'aime beaucoup jouer. Comme une gamine de merde. Donc moi, le genre, je dégage, je vais jouer à la balle avec eux et tout. Hein. Je vais pourchasser le ballon, vouloir gagner à tout prix, même si faut leur laisser des victoires. Moi, je laisse pas de victoires. Moi, je veux tout gagner. Moi, j'ai beaucoup à donner, hein, donc j'ai beaucoup à débarrasser. Il y a beaucoup de kilos superflus à débarrasser. Les miens sont déjà grands. En fait, quand ils sont petits, tu cours derrière pour jouer. Et quand ils sont plus grands, tu cours derrière avec une blaira pour les tabasser. Donc c'est du sport quand même. Je plaisante, ne tabassez pas vos enfants. Rio de Janeiro. Une femme a été arrêtée au Brésil après avoir tenté d'obtenir un prêt dans une banque au nom d'un homme qu'elle poussait dans un fauteuil roulant alors qu'il était mort, a annoncé mercredi la police. Les employés de la banque, située dans le quartier populaire de Bangu, à Rio de Janeiro, ont appelé les urgences après avoir soupçonné que l'homme était mort. Il demeurait inerte, a expliqué la police civile. Une fois arrivés sur place, les professionnels de santé ont bel et bien confirmé le décès. La suspecte a été arrêtée en flagrant délit de tentative de vol avec fraude et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Ses avocats réfutent ces accusations. Une enquête est en cours pour établir la cause et le moment du décès. Selon les médias brésiliens, la suspecte a dit aux employés de la banque qu'elle était la nièce de l'homme de 68 ans et a tenté d'obtenir un prêt de 17 000 la monnaie brésilienne, 3 000 euros. Réal, ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. C'était écrit Réaïs dans l'article, il y avait un I, j'ai vu comment tu prononces ça. Elle a essayé de faire semblant qu'il signait des papiers, a affirmé le commissaire chargé de l'enquête. Dans une vidéo filmée par des employés de la banque et diffusée par les médias locaux, on peut l'entendre dire « Vous m'entendez? Vous devez signer, je peux pas le faire à votre place. » T'as vu le pauvre sa tête comment elle part en arrière? Cette nièce n'a pas tous les neurones connectés. Et déjà, il faut valider que c'est bien la nièce. Imagine, c'est pas la nièce. Deux policiers de New York, écoute bien, celle-là, elle est incroyable, qui étaient en congé, ont été arrêtés mardi pour avoir agressé sexuellement une femme en état d'ébriété. Bravo la police. Julio Alcantara Santiago, 40 ans, et Christian Garcia, 32 ans, font face à des accusations d'agression sexuelle le 9 juillet d'une femme non identifiée après une soirée bien arrosée dans un bar du Grand Concourse. Je sais pas c'est quoi le Grand Concourse, mais c'est peut-être le nom du bar. Quand la victime a repris ses esprits en se réveillant le matin dans un appartement d'une connaissance, elle s'est rendue dans un hôpital du Bronx où les médecins ont confirmé la présence de l'ADN de 2 suspects. Des images d'une caméra de surveillance obtenues par les enquêteurs montrent les 2 policiers quitter l'établissement Zona de Cuba avec la victime qui ne pouvait pas tenir debout ou marcher seule. La femme, conduite en voiture dans un appartement, était tenue debout, les yeux fermés, la bouche ouverte, incapable d'être debout toute seule, et elle tombait constamment, a relaté l'enquêteur du bureau des affaires intérieures. Les 2 policiers suspendus sans salaire ont été accusés d'actes sexuels criminels, d'abus sexuels et d'attouchement forcé. Affaire à suivre. Protect and serve, hein, merci la police. Olivia Benson, unité spéciale. C'est pas la meuf qui a été récemment dans un article parce qu'elle a aidé une petite fille à retrouver sa mère. Et en fait, elle était en train de faire un tournage. Et il y a une petite fille qui s'est perdue et elle a cru que c'était une vraie policière. Trop stylé cette histoire, trop cute. Des faux policiers font mieux le travail de vrais policiers. Est-ce que tu te rends compte? La cocaïne saisie au Pérou va être convertie en bloc de béton. Mais qui est le mec qui a eu cette idée géniale? Un processus qui réduit l'impact environnemental de l'incinération, a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur. Il faut, je pense, donner une récompense à ce mec. L'idée est magnifique. Le Pérou réduira l'impact environnemental généré par l'incinération de la cocaïne grâce à un procédé efficace qui sera mis en œuvre. Mais du coup, est-ce que tu peux sniffer les parpaings de... non? Procédé efficace qui sera mis en œuvre pour encapsuler ces substances dans des blocs de béton qui seront placés dans des
des charges, a déclaré le ministère dans un communiqué. Il précise que cette méthode innovante consiste à mélanger de la coke avec du ciment, du sel et des accélérateurs chimiques, entre autres matériaux, pour former des blocs de béton solides qui rendent impossible l'extraction de la substance prohibée, d'accord. Cette encapsulation est non seulement irréversible, ils ont pensé à tout, et moins polluante, mais également plus efficace. Elle permettrait d'éliminer environ 60 tonnes en 40 heures à peu près, alors qu'il faut aujourd'hui 80 jours. Selon les autorités, le Pérou sera le deuxième pays de la région après l'Équateur à mettre en œuvre cette technique avec le soutien du Bureau international des narcotiques américain. Le ministère péruvien de l'Intérieur a incinéré plus de 50 tonnes de drogue en 2023. Le Pérou est l'un des plus grands producteurs de feuilles de coca et de cocaïne au monde, après la Colombie. Du béton thérapeutique. J'aimerais tellement savoir qui a eu cette idée, parce que je te jure, je pense qu'il mérite sincèrement une récompense environnementale. Tu sais, il faudrait créer le award des Save the Planet. Save the Planet Award. Le chauffeur de camion de recyclage, accusé d'avoir happé une mère de famille de 37 ans qui revenait de l'épicerie mercredi après-midi dans l'est de Montréal, était sous l'effet de médicaments selon les résultats préliminaires de l'enquête policière. Il a par négligence criminelle causé la mort en prenant de la médication et en conduisant un véhicule à moteur, peut-on lire dans la dénonciation concernant Bruno Lachance. Excuse-moi. Le résident de Longueuil, de 61 ans, qui a brièvement comparu en fin d'après-midi au palais de justice de Montréal, est également accusé de conduite avec les capacités affaiblies. Ce dernier a ensuite confirmé qu'il avait des soucis de santé. Pas de chance à plein de niveaux. Une des pilules que je prends ne sera pas disponible en pharmacie, il faut la commander, a-t-il expliqué à la cour, sans donner davantage de détails sur sa condition médicale. Bon, tu la commandes où, au Pérou? Or, celle-ci sera définitivement au cœur d'un éventuel procès en lien avec la mort d'une mère de famille survenue mardi en traversant la rue. Putain, mesquine. Une vie terminée, voilà, t'as traversé devant le mec qu'il fallait pas. Ce jour-là, vers 13h40, Faye Moison-Piquette, une mère de 3 enfants dont 2 en bas âge, rentrait chez elle après avoir fait l'épicerie. Rendue à l'angle des rues Sherbrooke-Est et Robert-Chevalier, elle a alors tenté de traverser la rue. À ce moment, Lachance, qui conduisait un camion de recyclage, l'aurait frappée mortellement. Madame Moison-Piquette se trouvait à moins d'1 kilomètre de son domicile. Je n'ai pas vu le début de la scène, elle traversait au milieu, un peu à côté de la lumière, et le camion tournait. Il n'a pas eu le temps de freiner, a confié au journal une témoin oculaire qui a demandé qu'on taise son identité. J'ai vu le chauffeur, les ambulanciers, les policiers et la dame au sol. Ils ont essayé de lui faire le massage cardiaque, mais rien ne se passait. Tout le monde était là à regarder le conducteur et son collègue était sous le choc. La piétonne blessée a été transportée dans un hôpital. Son décès a été confirmé. Elle était toujours souriante, c'était une bonne voisine. Son conjoint doit être bouleversé. Je vais lui demander s'il a besoin d'aide, a lancé sa voisine immédiate, Asma El Jamali, 40 ans, ébranlée en apprenant la triste nouvelle. Une autre voisine, qui la côtoyait souvent, Muriel Paradis, abondait dans le même sens. C'est un couple gentil, c'est un accident bizarre. Pour moi, il ne l'a pas vue, elle était trop petite. C'est tout un drame. Ces affaires-là me touchent pour les enfants, a ajouté la dame de 73 ans rencontrée à son appartement. Le chauffard allégué a quant à lui été mis en état d'arrestation. Lors de sa comparution par vidéoconférence, celui qui n'a pas d'antécédent judiciaire semblait désorienté. La couronne s'est pour l'instant opposée à sa libération. Jeudi, le service de police de la ville de Montréal a effectué une opération de visibilité sur la scène de l'accident. Lachance reviendra à la cour ce vendredi. Il y a des blases dans ce dossier, c'est quand même, mais purée. Vous pensez que c'est vraiment un accident? Parce qu'il y a une voisine qui dit, elle est petite la dame. Il l'a peut-être pas vu, le mec était dans un camion. Qui est déjà monté dans un camion? Ma mère, elle était chauffeur poids lourd avant. Alors c'est vrai, un poids lourd, c'est pas la même chose qu'un camion de recyclage, mais la différence entre être dans une voiture et être dans un camion, même un petit, et je te jure qu'elle est énorme. T'as l'impression d'être le roi de la route. Alors dans un semi-remorque, je t'explique même pas, hein, mais je suis déjà montée en semi avec ma mère pour une mission qu'elle avait. Tu te sens tout puissant, et tu vois tout ce qui se passe. Ta visibilité, elle est extraordinaire. Donc, je sais pas s'il l'a vraiment pas vu. C'est pas un angle mort, elle traversait la route. Et il était capacité affaiblie par des médicaments.
Une enseignante d'école primaire a admis vendredi soir avoir tué son partenaire et enterré sa dépouille dans leur jardin, a annoncé la police anglaise. Dans un communiqué de presse vendredi, la police de Northampton a déclaré que Fiona Beale avait plaidé coupable du meurtre de son partenaire Nicola Billingham, qui a été retrouvé mort dans le jardin du couple en mars 2022, environ 4 mois après sa dernière vue. Enfin, le dernier jour où on l'a vu. Bill, donc Fiona, 50 ans, avait attiré Nicolas en lui promettant des relations sexuelles et l'avait attaché à leur lit avant de le poignarder au cou, basique instinct, on dirait, alors qu'il portait un masque de sommeil, a déclaré le procureur Hugh Davis lors de son procès. Donc le procureur a aussi déclaré que Fiona avait ensuite enveloppé son partenaire mort et l'avait traîné dans les escaliers avant de l'enterrer chez eux. Pourquoi les gens ils enterrent toujours dans leur jardin? Genre tu veux le garder à côté? Je comprends pas. C'est un havre de paix le jardin. Après avoir tué Nicolas, Fiona a utilisé le téléphone de celui-ci, donc de son petit ami, pour envoyer des messages aux membres de leur famille leur disant qu'ils avaient tous les deux contracté le Covid et qu'ils devaient être isolés pendant une période prolongée. Excellente excuse. Dans le communiqué de presse de la police, vendredi, le procureur a qualifié cet acte d'exécution effrayante, et lors du procès, le procureur a qualifié la dissimulation trompeuse de Fiona d'aussi cruelle qu'égocentrique. Les visiteurs ont entendu des récits contradictoires sur la relation entre Nicolas et Fiona. La défense de Fiona a déclaré au jury que Nicolas l'avait trompée auparavant, genre ça excuse, tandis que l'accusation a déclaré que les allégations selon lesquelles Nicolas s'était enfui avec une autre femme en dehors de leur relation étaient complètement fausses. Après que Fiona ait assassiné son petit ami, la police affirme que l'ancienne institutrice a ensuite loué une cabane à Cumbria, à environ 230 miles au nord de leur domicile à Northampton, où elle a explicitement écrit un journal sur le meurtre et ses efforts pour nettoyer après le crime. Chronique d'une tueuse. Déplacer un corps est bien plus difficile qu'il n'y paraît à la télévision, a-t-elle écrit dans un article. Mais elle est malade celle-là. Davis, le procureur, a déclaré que les entrées du journal rendaient difficile l'argumentation contre la culpabilité de Fiona dans cette affaire. Ils contiennent certainement des déclarations claires et sans ambiguïté sur ce qu'elle a fait. Ces parties n'étaient pas seulement sa vérité, mais la vérité. Un poète, ce procureur. Qu'est-ce que c'était ? A déclaré le procureur à la salle d'audience lors du procès de Fiona, selon le Manchester Evening News. La réponse courte est qu'elle avait prévu de le tuer de sang-froid, et elle l'a fait. L'audience de détermination de la peine de Fiona est prévue pour fin mai. Une accusation de meurtre entraîne automatiquement une peine d'emprisonnement à perpétuité au Royaume-Uni. Alors évidemment pas les vraies perpétuités américaines, c'est les perpétuités avec un minimum de sûreté de, je crois que c'est 25 ans pour le Royaume-Uni pour meurtre. Donc à un moment donné tu sors quoi. L'Europe croit en la rédemption, la réhabilitation. Je suis d'accord avec toi Eloja, le mot séparation, le mot divorce, le mot trace ta route, le mot chacun pour soi, Dieu pour tous, on se sépare. Je suis désolée, mais elle a pensé à sa reconversion en écrivain. C'est une bonne idée, ça va. Les gens tuent au lieu de quitter pour l'argent. C'est vrai que c'est beaucoup, souvent c'est pour l'argent. Elle, j'ai pas l'impression. Une femme de l'Indiana qui a négligé sa fille de 20 mois jusqu'à sa mort, tout en la dénigrant avec des insultes bizarres et cruelles, passera les prochaines décennies derrière les barreaux. Cheyenne Hill, 34 ans, a été reconnue coupable en février d'un chef d'accusation de négligence envers une personne à charge ayant entraîné la mort par les jurés du comté de Lawrence. Plus tôt cette semaine, le juge John Plummer a infligé à l'accusé une peine de 30 ans de prison pour le décès d'Eliaona Plummer fin 2022. C'est une triste affaire, a déclaré le juge lors d'une audience de détermination de la peine mardi, selon un rapport d'audience de la station de radio machin. Cette petite fille avait besoin de quelqu'un pour la défendre et la protéger. C'était la responsabilité de Cheyenne de le faire, et elle ne l'a pas fait. C'est très tragique. C'est un cas émouvant et difficile pour tout le monde. Dans une certaine mesure, il y a justice pour Eliaona aujourd'hui. Le 23 novembre 2022, l'enfant a été transporté par avion de l'Indiana University Hospital à l'hôpital Riley pour enfants,
Elle souffrait d'une hémorragie cérébrale, d'une clavicule cassée et de contusions à la tête et au visage. Eliaona a succombé à ses blessures ce jour-là. Les derniers jours de la courte vie de la jeune fille sont relatés dans un affidavit choquant et détaillé sur la cause probable, déposé en août 2023. Cheyenne a été arrêtée et officiellement inculpée fin septembre 2023 et a plaidé non coupable. Mais comment tu plaides non coupable? 20 mois au moment de sa mort. 20 mois, même pas 2 ans. Il y a des femmes qui sont vraiment pas dignes d'être mères. Abandonne-la. Donne-la à l'adoption. Il y a des gens qui vont l'aimer et qui vont lui donner de l'amour. Et des soins et de la tendresse. Les photos de la jeune fille, avant son transport à Indianapolis, ont révélé une tête enflée et déformée et des ecchymoses sur son front et sur les côtés gauche et droit de son visage, a écrit un détective. Des marques rouges brunâtres étaient observables sous les 2 yeux. Le même travailleur social qui a appelé les forces de l'ordre a également signalé que 2 conseils du département des services à l'enfance avaient été laissés anonymement à propos de Cheyenne dans les jours qui ont précédé la première visite à l'hôpital, signalant une possible consommation de drogue, et presque certains abus sur enfant. Le deuxième appel est intervenu le jour où l'enfant a été transporté à l'hôpital, environ 8 jours après l'apparition des ecchymoses. L'appelant a rapporté que la jeune fille avait ce qui semblait être 3 marques d'empreintes digitales d'un côté de son visage et une de l'autre, ce qui semblait avoir été causé par quelqu'un qui lui avait saisi le visage et l'avait serré. Ah, genre comme quelqu'un qui lui aurait pris le visage et serré très fort comme ça en fait. L'appelant a décrit l'état de la jeune fille comme étant léthargique, qu'elle ne se réveillait pas, qu'elle semblait à moitié morte et qu'elle pouvait à peine tenir la tête haute. L'appelant a déclaré que la mère de la fille était partie travailler, laissant la fille avec la personne avec qui elle vivait malgré l'état de la petite fille. Au cours du procès, les procureurs ont décrit la femme condamnée depuis comme une personne égoïste qui était plus intéressée à fumer du cannabis, à se procurer du fast-food, la restauration rapide et des restes, à garder son petit ami et pouvoir vivre avec lui plus qu'elle ne se souciait de sa propre fille. À cette fin, les jurés ont également entendu des commentaires non étayés, horribles et étranges de la part de l'accusé à propos de sa petite fille. La veille de sa mort, dans une interview avec un représentant d'un réseau de donateurs, Cheyenne a décrit sa fille comme une enfant pas gentille. Elle a déclaré qu'elle pensait que son enfant aurait été le prochain Jeffrey Dahmer. Mais elle est niquée du cerveau, celle-là, parce que quelque chose n'allait pas bien avec elle. Mais elle est complètement malade. Le mois avant la mort d'Eliaona, Cheyenne a envoyé à son petit ami, Cameron Fleming, un message qui disait « Elle était terrible hier soir quand on est revenu. Je n'arrêtais pas de pleurer, je voulais la jeter. » La semaine suivante, elle a envoyé à Fleming le message suivant « Laisse-moi mettre ça au lit. » Le 7 décembre 2022, un enquêteur a demandé à Cheyenne pourquoi elle était allée travailler le jour où sa fille était à l'hôpital et ne voulait pas se réveiller. Le détective a fourni le résumé suivant de leur conversation. Cheyenne a répondu « Parce que je devais subvenir aux besoins de ma fille. Je demande à Cheyenne qui ferait ça, et elle répond « Quelqu'un qui est sur le point de se retrouver sans abri. » Je lui ai dit qu'être dans une période de crise était inimaginable et qu'elle se référait à sa fille comme étant Jeffrey Dahmer. Cheyenne a commencé à rire et elle a dit que sa fille était une... Alors, c'est pas écrit, mais je crois qu'elle a dit que c'était une connasse. Pourtant, l'accusation n'a pas insisté sur l'idée que Cheyenne elle-même avait directement tué sa propre fille. Mais le niveau de négligence et de préjudice a eu le même résultat, a déclaré l'État, et les jurés ont convenu. Elle l'a fait en connaissance de cause, a déclaré le procureur adjoint. Nous ne savons pas, au-delà de tout doute raisonnable, qui a commis l'acte physique qui a tué Eliaona. Malheureusement, nous savons que sa mère avait la responsabilité de s'occuper de cet enfant, mais elle l'a mise en danger au point de la tuer. Ok, tu vas pas bien, t'as des problèmes d'addiction, t'aimes la bouffe, ok. Comment tu peux aller aussi loin dans la maltraitance d'un enfant jusqu'à que l'enfant meure? Ah, merci Eloja. Effectivement, quelque chose n'allait pas avec la petite et cette chose, c'était sa mère. Mesquina. T'imagines d'être un enfant, de naître dans cet environnement où tu n'es pas désiré, tu n'es pas voulu, était constamment maltraitée, frappée. Elle devait être déprimée dès sa naissance, en fait, cette petite. En fait, je te rejoins, Steph, sur ce que tu dis. Problème d'addiction, tu devrais pas avoir le droit d'avoir d'enfant. Comment on peut faire pour... comment on fait?
Comment on fait pour contrôler qui a des gosses? Est-ce qu'on a le droit de contrôler qui a des gosses? On contrôle qui peut conduire une voiture, on contrôle à quel âge tu peux boire de l'alcool, on contrôle qui peut voter, on contrôle ce que tu peux consommer ou pas, ce qui est interdit ou pas, que ce soit drogue, alcool ou certaines substances qui sont dangereuses pour le corps. Pourquoi on contrôle pas qui c'est qui a des gosses en fait? Est-ce qu'il y en a qui se posent la question et qui se disent je sais pas? Ou est-ce qu'il y en a qui sentent une pression sociale, familiale, religieuse, parentale, de faire des gosses? T'as des gens, ils te disent faites des gosses, mais avec un tel sérieux, tu dis ah ouais, est-ce que je veux détruire mon corps et oublier ma liberté? J'en ai 4 et si je devais en revenir en arrière, je recommencerais. Tes enfants sont-ils dans le chat? Il y a des femmes qui voulaient pas du tout être maman, et le jour où elles tombent enceintes, genre leur vie change et elles sont les meilleures mamans du monde. Hein. J'aime trop dormir pour avoir des enfants. Ou le cannabis, hein, si pour les personnes qui aiment un peu la thérapie, ne fais pas d'enfant si tu préfères la thérapie. Il y a pas de mal en fait à choisir, à se choisir soi et pas donner la vie. Il y a aucun mal. La naissance de mon premier, c'est comme si c'était le premier jour de ma vie. Oh, c'est beau ce que tu dis. J'ai manié sur une journée, je suis morte pendant 2 jours après. Ah ouais, faut récupérer derrière, hein. J'ai été maman à 18 ans, déni de grossesse, c'est compliqué, on m'a laissé comme ça, dans la nature, sans suivi. C'est ça que je trouve fou, c'est que dans la vie, pour beaucoup de choses, en fait, tu tournes vers qui pour apprendre ce genre de choses? Les livres, bon, ok. C'est bien de parler, je trouve. Parce que chaque personne est différente. Dans un livre, tu vas pas forcément trouver les réponses qui te sont propres à toi. Il y a une énorme pression sociale, en fait. Et surtout, je suis désolée pour pas dire le contraire, pour les femmes. T'es une femme, t'as atteint un certain âge, t'as pas de gosse, t'es pas mariée, tu es une merde. Tu es un quart d'être humain, quoi. T'as raté ta vie. C'est hyper dur à vivre en tant que femme et de devoir justifier. Et moi, aujourd'hui, les gens qui me disent ça, je leur dis, mais attends, déjà, je me suis mariée avant-hier, donc déjà, laisse-moi respirer, et puis, mais va te faire foutre, en fait. Déjà, qui te dit que j'en veux? Déjà. Et puis, quand bien même j'en veux, si je peux pas, physiquement, ou que c'est trop tard, ou que je sais pas, mais je suis pas moins que toi, parce que toi, t'en as eu, ou parce que, voilà. Si je devais ne pas en avoir, que j'en ai voulu ou pas, c'est une décision que j'assume plus facilement aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vais faire? Pleurer ma race? Non. Personnellement, quelque chose qui m'aide à doucement faire le deuil d'une possible absence d'enfant dans ma vie, c'est le fait de me dire pourquoi je voulais autant des enfants en fait. La raison qui faisait que mon envie elle était aussi forte d'avoir des enfants, c'était surtout pour réparer l'enfant en moi qui a beaucoup souffert. On a tous beaucoup souffert, hein, mais on a tous des traumas liés à l'enfance et tout, et en réalité mon envie, je pense que quelque part on a tous un petit peu ce truc-là de vouloir réparer. Quand tu entends, et aujourd'hui maintenant ça m'alerte quand j'entends des gens qui disent, moi quand j'aurai des gosses, je leur donnerai tout ce que je n'ai pas eu. Mais déjà, qu'est-ce que t'en sais que c'est quelque chose que eux veulent, dont ils auront besoin, tu peux pas le savoir. En vérité, un discours normal de futurs parents, c'est quand j'aurai un enfant, je lui donnerai ce dont il aura besoin, ce dont elle aura besoin, et pas moi ce que j'ai pas eu. Parce que du coup, tu fais cet enfant pour rattraper ce que t'as pas eu. Les parents qui projettent leurs désirs professionnels, leurs désirs de tout ce qu'ils n'ont pas vécu et qui en fait ils disent faut que tu sortes, faut que tu voyages, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, ou faut que tu sois sage. C'est peut-être les pires, ceux qui disent faut que tu sois sage. C'est ceux qui ont fait voilà les conneries dans l'enfance. Eh, moi j'ai appris des trucs sur mon daron, excusez-moi. Hein. Ma mère, parce qu'elle a pas eu le temps de faire ses bêtises, elle s'est mariée trop jeune. Mais mon daron, après comme tout le monde, c'est normal, tu vois, il a pas tué des gens, mais il a fait des trucs, je me dis, ah, d'accord. Qui est thérapeutisé là? Attention, je parle pas de cannabis, hein. Je parle de vraie thérapie avec une personne qui t'aide, qui te guide. Franchement, il faut se thérapeutiser. Je suis désolée, il faut se thérapeutiser. C'est difficile d'aller se thérapeutiser. En fait, ce qui est difficile, c'est de trouver la bonne personne. Dans mon cas, en tout cas, avec ma sœur, avec qui on a presque le même âge, on a 15 ans d'écart, on a énormément parlé pendant des heures et des heures et des heures de notre famille, de notre parcours, de nos parents, de nos traumas, voilà. Ça m'a pas permis non plus d'identifier certains traumas, parce qu'il y a des trucs que je bloquais, et c'était pas forcément pourtant des trucs de ouf, hein, mais il y a des trucs que je bloquais, et c'est grâce à vraiment la thérapie que j'ai débloqué ça. Mais déjà avec ma sœur, on avait déjà fait un énorme travail d'auto-analyse, juste d'avoir de la famille avec qui tu peux parler de ton enfance, voilà, ça peut être intéressant. Ça peut déjà ouvrir la porte à beaucoup de choses. Déjà la discussion. Donc c'est important. Alors désolé, on s'est un peu égaré, mais on y va. Le père d'une fillette de 10 ans qui avait disparu avec sa mère sans laisser de traces il y a 24 ans.
a finalement obtenu des réponses après que leur meurtrier s'est délié la langue sur son lit de mort, menant à la découverte de leurs dépouilles lundi. C'est un jour triste, mais aussi un jour heureux, car j'ai enfin pu ramener mon bébé à la maison, Miskin. J'ai presque perdu espoir à plusieurs reprises, a confié Rick Lafferty, le père de la jeune victime, lors d'une conférence de presse mardi. Je peux dire à quiconque est dans ma situation de ne jamais abandonner, ne perdez jamais espoir de retrouver votre enfant. Lundi, le suspect des meurtres de Natasha Alex Carter et de sa mère Suzanne Carter serait décédé seulement quelques heures avant que les corps des victimes ne soient retrouvés par le Bureau fédéral d'enquête, donc le FBI, après avoir été portés disparus en août 2000. Quelques semaines plus tôt, le principal suspect, Larry Webb, de West Virginia, aurait confessé le double meurtre du duo qui logeait chez lui au moment de leur disparition, dans le contexte d'une bataille judiciaire entre les deux parents pour la garde de la fillette. L'homme se trouvait déjà en garde à vue après qu'un mandat de perquisition à son domicile réalisé 18 mois plus tôt ait révélé la présence d'une balle ensanglantée comportant l'ADN de la petite Alex Carter dans un mur de la chambre où elle dormait à l'époque. En raison de son état de santé dégradant, les procédures judiciaires ne pouvaient pas continuer, si bien que le procureur du comté de Riley, Ben Hatfield, et les enquêteurs du FBI lui auraient rendu visite au centre de maison de retraite Hilltop, où l'homme aurait répondu à toutes leurs questions. C'était une confession détaillée, indéniable et sans conflit, a déclaré le procureur, selon le média américain, en ajoutant qu'elle se conformait exactement aux efforts d'enquête et aux preuves recueillies. Larry Webb aurait ainsi confié avoir tiré mortellement sur Suzanne Carter à la suite d'une confrontation pour de l'argent disparu dans la maison avant de tourner l'arme vers la fillette simplement pour couvrir son implication dans le meurtre de sa mère. À ce moment-là, il savait qu'il venait de ruiner sa vie pour toujours. Il s'est endormi en pleurant cette nuit-là avant de creuser les tombes pour les victimes dans sa cour, encore un jardin rempli de secrets. Vendredi, l'homme a été incarcéré à la prison régionale du Sud au complexe correctionnel de Mount Olive, avant d'être transféré lundi à l'hôpital général Montgomery, où il a perdu la vie. Genre le mec est mort quelques heures avant qu'on déterre les corps. Genre il leur a donné les corps, c'est bon, ça y est, je peux partir. C'est un beau message d'espoir qu'il a donné du coup. Il a jamais laissé tomber. Intoxiqué par la drogue ainsi que l'alcool, ça commence bien, sans permis, et en sens inverse sur l'autoroute, pendant 5 km, Salvador Ramirez Nolasco a reconnu jeudi n'avoir laissé aucune chance à un couple qui s'est retrouvé sur sa route le 17 février 2023, emboutissant sa camionnette et tuant l'homme de 59 ans. L'accusé de 29 ans a plaidé coupable jeudi au chef d'accusation qui pesait contre lui pour le drame qui s'est joué il y a un peu plus d'un an. En fait, l'accusé a tergiversé longuement avant que ne soient enregistrés ses plaidoyers. De nombreux va-et-vient ont été nécessaires entre la salle et la détention pour que les avocats puissent en venir à un résumé des faits simplifié qu'accepterait le chauffard, mais what the fuck. Et là encore, il a provoqué la clameur de la famille de la victime en plaidant coupable du bout des lèvres au chef de conduite dangereuse, causant la mort de Mario Fleury. Comment c'est possible de conduire en sens inverse sur l'autoroute pendant 5 km? 5 km, c'est long 5 km. Je ne me souviens pas, mais mon avocate me dit que c'est mieux que je plaide coupable, a lancé l'homme, provoquant une forte réaction dans la salle quand la traductrice a traduit ces mots de l'espagnol au français. 3 fois la limite permise. Entreprise en début de journée, l'audience s'est finalement terminée en fin d'après-midi par la reconnaissance par Ramirez Nolasco des faits principaux de ces infractions. Intoxiqué au cannabis et avec le triple de la limite d'alcool dans le sang, l'accusé a pris le volant après son quart de travail en entretien ménager avec sa conjointe comme passagère. Ça, c'est la victime, Mario Fleury. L'impact y est d'une violence telle que l'arrière des deux voitures est soulevé avant de retomber durement sur la chaussée. À la vue des images, Salvador Ramirez Nolasco est demeuré impassible dans le box des accusés. Transporté à l'hôpital avec des lacérations au diaphragme et plusieurs fractures aux côtes, avec fragments pointus perforant le thorax, Mario Fleury n'a eu aucune chance. Malgré des tentatives de réanimation à cœur ouvert, les médecins n'ont rien pu faire pour sauver l'homme de 59 ans.
Quant à sa conjointe, elle a subi un traumatisme crânien sévère, en plus de multiples fractures. Elle a dû être hospitalisée 3 semaines, subissant au passage de nombreuses interventions chirurgicales. À l'enquête sur remise en liberté, le procureur de la couronne Maël Tardif avait expliqué au tribunal que des proches avaient dû aviser Madame Seaburn du décès de son mari à au moins 5 reprises en raison de ses pertes de mémoire, mesquina. En raison des hésitations de l'accusé, les observations sur la peine à lui imposer n'ont pu être tenues jeudi. Il est toutefois admis que plusieurs proches de la victime feront des déclarations sur les conséquences du drame sur leur vie. La couronne a également déjà avisé le tribunal de son intention de suggérer une lourde peine de détention. Certains facteurs aggravants ont déjà été abordés, notamment le fait que Salvador Ramirez Nolasco avait été intercepté au volant par les policiers à 2 reprises alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire. La deuxième contravention lui avait été remise 12 jours à peine avant le drame. Le dossier reviendra devant la Cour le 6 septembre. Un rapport présententiel sur la situation de l'accusé sera confectionné d'ici ce moment. C'est souvent les fautifs qui survivent. C'est pas un truc de ouf. Sa meuf qui était à côté, siège passager, dans quel état elle était? Est-ce qu'elle a essayé de lui dire stop, arrête la voiture? Est-ce qu'elle a essayé de descendre? Bon, après, il neigeait, hein. Les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Alors elle se retrouve sans son compagnon. Est-ce qu'elle va avoir des lésions sur le long terme? Parce que ne pas se rappeler qu'on t'a annoncé que ton mari était mort, après c'est peut-être le choc aussi. Est-ce qu'elle a des séquelles, madame? Putain, c'est abusé de faire ça, de détruire la vie des gens parce que t'avais envie de fumer et de boire un peu trop ce jour-là. Un résident de Sainte-Calixte de 31 ans a reconnu sa culpabilité jeudi au palais de justice de Joliette à des chefs de possession et d'accès à de la pornographie juvénile. Il demeure détenu d'ici l'imposition de la peine. En raison de ses antécédents, le pédophile risque cette fois une longue peine de détention. Philippe Saint-Jacques avait été condamné à de la prison la fin de semaine en mai 2017 pour avoir consommé de la pornographie juvénile durant sa probation. 3 mois plus tard, il s'était déjà réabonné à Internet malgré une ordonnance de la Cour. Il avait même un cellulaire dans ses mains quand les policiers ont débarqué en 2023. Comment il a réussi à outrepasser le truc? Et comment il a pu s'abonner à Internet, sachant qu'il n'avait pas le droit, sans qu'on puisse s'en rendre compte? Il n'y a pas un fichier où tu peux vérifier ce genre de choses en tant que police? Le pédophile détenait chez lui des dizaines d'images très explicites de pornographie juvénile, montrant des enfants nus, dans des contextes bien précis, au bain, sur la table, allongés, ou en train de recevoir des soins médicaux. Mais vous allez jamais croire comment il a réussi à avoir ces photos. Philippe Saint-Jacques a été dénoncé par une femme rencontrée dans un centre de formation de Rodon, donc une ville qui s'appelle Rodon. Pendant quelques semaines, Philippe Saint-Jacques lui a fait croire qu'il gardait un garçon de 3 ans. Or, c'était une invention pour devenir ami avec la femme. Le pédophile demandait des conseils à son ami pour traiter les douleurs récurrentes de l'enfant aux organes génitaux, comme de par hasard. Il lui a aussi envoyé un dessin prétendument fait par le garçon, montrant des pingouins en train de faire des fellations. Quand Philippe lui a dit « toucher le pénis de l'enfant », donc il lui a dit que lui touchait le pénis de son garçon de 3 ans qu'il gardait, là je sais pas quoi, la femme a trouvé la situation anormale et l'a dénoncée aux autorités, donc bravo madame. Philippe avait fait les manchettes il y a une dizaine d'années. Je sais pas ce que ça veut dire quoi faire les manchettes. Donc Philippe avait fait les manchettes il y a une dizaine d'années en photographiant une trentaine d'enfants nus. À l'époque, le jeune autiste tenait un blog, excusez-moi je crie, visant à démystifier le spectre de l'autisme. Mis en confiance, des parents se tournaient vers lui pour obtenir de l'aide pour leurs enfants autistes. Dans mon aveuglement, j'ai fait entrer le loup dans la bergerie, avait lancé une mère au procès. Philippe Saint-Jacques avait embobiné des familles en s'inventant une histoire d'abus et de maltraitance. Il disait avoir des problèmes d'hygiène et devoir apprendre à se laver en regardant des enfants dans le bain. Et du coup, quand c'est un autiste qui te dit ça, tu te dis c'est vrai quoi. Les parents acceptaient dans un but éducatif puisqu'ils croyaient que cela faisait partie de l'autisme. Philippe photographiait alors les enfants. Il a touché des enfants dans certains cas. Il avait été condamné à une peine clémente de 22 mois de prison en 2016
Le dossier revient en juin prochain. Maître Lydia-Henri Pelletier représente le ministère public, alors que maître Sandrine Bourgon défend l'accusé. Il n'y a pas d'enfants autistes dans l'histoire. En fait, si, les enfants autistes dans l'histoire, c'est ceux qui ont été pris en photo nus dans le bain par ce malade mental, qui est autiste en plus. Enfin, il est autiste, mais il s'est servi de son autisme pour sa cause de pédophilie. C'est lui. J'ai une photo de sa sale gueule. Excusez-moi, mais je suis obligée de vous le montrer, là. Le monsieur autiste, photographe, qui a besoin de voir des enfants tout nus dans le bain, pour savoir lui comment il doit se laver lui. Mais c'est hyper tordu, comme d'ailleurs c'est le titre de l'article. Hein. Un pédophile récidiviste invente un scénario tordu. L'homme de 25 ans, qu'on voit sur la photo et qui s'appelle Alexandre Théberge, a plaidé coupable mardi au palais de justice de Longueuil, donc au Canada toujours, à des chefs de possession et de distribution de pornographie juvénile. À la demande de la couronne, le juge Christian Jarry a ordonné que l'accusé soit évalué en psychiatrie afin de déterminer s'il doit être déclaré délinquant à contrôler ou dangereux. Alexandre Théberge n'a pas pris de temps pour violer ses conditions de libération conditionnelle à sa sortie de prison. Il venait alors de purger une peine d'1 an de prison pour des infractions liées à la pornographie juvénile. Une semaine après sa libération, il accédait à des images d'enfants sur son téléphone portable et en partageait à d'autres pédophiles en ligne. Une semaine! Tu viens de passer 12 mois en détention. C'est long, 12 mois en détention. 1 an de ta vie, pfft, poubelle, parce que tu regardes des gosses à poil sur Internet. Mais, regarde le plot twist. Le jeune Longueuillois s'est finalement fait pincer en transmettant 370 photos de pornographie juvénile sur les applications Discord et Kik. KIK, je ne connais pas cette application. C'est 370 fichiers, pardon, c'est pas des photos. C'est 370 fichiers, donc des photos et des vidéos. Les vidéos partagées par Alexandre montraient des enfants de moins de 10 ans et des bébés en couche, culotte. Les agressions étaient violentes et perturbantes. Et écoute ce qu'il va dire. Alexandre a tout avoué pendant son interrogatoire policier, en même temps que c'est allé nier. Il a même admis que sa pédophilie était en progression et qu'il consommait de la pornographie juvénile plus horrible qu'avant sa dernière peine d'emprisonnement. Donc le mec s'est radicalisé. En outre, il disait aimer la prison et souhaite y être envoyé longtemps. Donc c'est bien, le mec sait qu'il a un problème, et il sait qu'il doit être derrière les barreaux. Mais je pense qu'il faut une obligation de soins pour ce mec aussi, là, parce que juste le mettre derrière les barreaux, à un moment donné, il va sortir. En plus, il sera plus vieux, quand bien même on lui donnerait 20 piges, il sort dans 20 ans, il en a 45. C'est même pire un prédateur à cet âge-là. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour Alexandre? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Les quantités, et dernière phrase qui m'a, moi, les quantités transigées par Alexandre sont dures à imaginer. 1 téraoctet de données. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que c'est 1 téra de données? Où vous trouvez ces trucs, en fait? Enfin, je veux pas savoir, ça m'intéresse pas. Mais comment ils font pour en avoir autant, pour se les transmettre, se les partager? Tiens, t'es un pédophile aussi. Comment ils se reconnaissent dans la rue, les mecs? Comment vous faites? C'est pas fliqué, ces trucs-là, je comprends pas. Il sait que son envie, en fait, de voir ce genre de contenu, elle est devenue plus perverse, plus horrible, plus trash, plus radicale, plus hardcore. Est-ce que ça veut pas dire qu'à un moment donné, il va passer à l'acte? Déjà, de contribuer à transmettre ce genre de photos, à les partager et tout, déjà c'est un crime, ça c'est sûr. Le mec, il a reconnu la progression de son mal-être. Hein. J'imagine que c'est pas quelque chose qu'il peut contrôler. Je pense qu'il y a plein de pédophiles qui n'aiment pas être comme ça, et qui ne veulent pas être comme ça. Si c'était que des photos, les photos ça prend pas forcément beaucoup de place. Hein. Et les mecs qui font ces photos-là, c'est pas tous des photographes comme notre autiste de tout à l'heure. Hein. Une photo avec un bon appareil photo, ça peut prendre beaucoup de place, c'est vrai. Mais si tu prends des photos un peu comme tout le monde, avec juste un téléphone portable ou quoi, t'imagines le nombre de photos que ça doit représenter, le nombre de vidéos que ça doit représenter sur des enfants en train d'être 250 000 photos pour 1 téra. Putain. 500 heures de vidéos HD. Où t'as trouvé ça, toi, comme information? Et des fois, et alors c'est ça aussi que je voulais dire, pour l'article en tout cas sur l'autiste, il était question d'images explicites. C'est pas forcément de la pornographie juvénile à proprement parler, dans le sens où c'est pas des enfants qui sont en train d'être abusés sexuellement. Des fois, c'est des enfants qui sont nus, et donc évidemment, c'est considéré comme de la pornographie. Lui, en fait, c'était dans le cadre de ils prennent un bain. Des parents qui postent des photos innocentes de leurs enfants en train de genre manger un fruit, ça les excite, les mecs. Il se passe des trucs de ouf au Canada. Un live spécial Canada
ça, pourquoi pas, ouais. On pourrait faire des lives spécial pays, ça vous intéresserait ou pas? Ou un live spécial type d'infraction. Si vous avez des idées de type de live, bah déjà je vous invite à venir rejoindre le Discord. Venez si vous avez juste envie de blablater, et puis si vous avez des idées pour des prochains lives. Des idées d'articles aussi, n'hésitez pas à venir les partager. Alors j'ai une préférence pas sur le Discord, comme ça on fait un peu la surprise, entre guillemets. Il y a une adresse email pour envoyer vos suggestions d'affaires. Et d'ailleurs, merci à Nolwenn, je sais pas si Nolwenn est là aujourd'hui, mais merci à Nolwenn, il y a une affaire que tu m'as envoyée par email, dont je vais parler la semaine prochaine. Si vous avez des suggestions, voilà, n'hésitez pas à les envoyer soit à l'adresse minuitreplay@gmail.com, dans le pire des cas à Discord, et vous pouvez les envoyer en privé aussi si vous voulez au modérateur du groupe Discord, qui se trouve être Stig et Schizo. J'aimerais bien te voir avec Max Kai sur une vidéo d'enquête. Bah écoute, ce serait avec plaisir. Allez lui faire la demande. Et je ne plaisante pas. Allez la harceler. Et dites-lui, Sarah, c'est une meuf, elle est trop bien. Il faut que tu fasses une enquête avec elle. Et pourquoi pas, ça pourrait peut-être porter ses fruits. Une collaboration avec Max Guys, le grand Max Guys, ce serait un plaisir. Donc n'hésitez pas à aller lui mettre des commentaires sur ces vidéos. Et lui parler de moi. Et en plus, vous pouvez vraiment me taguer dessus et tout. Et merci Stig, merci pour ta présence et ton œil de lynx quand il y a besoin. Merci à toutes et tous pour votre amour. Prenez soin de vous, ce fut un plaisir. Comme d'habitude. J'ai pas envie de partir en fait. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Enfin pour un nouveau live.